ça dégénère. Trump furieux contre l'abandon par MAGA. Ceux qui peuvent renoncer à une liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Benjamin Franklin. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui regarde la politique américaine droit dans les yeux, même quand le paysage ressemble à un mélodrame à épisode. Aujourd'hui, panique dans le camp Trump, ou du moins, c'est ce que disent les chiffres, les terrains et les anecdotes qui s'accumulent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à le Point US, activez la cloche et dites-nous en commentaire. Selon vous, est-ce un reflux passager ou le début d'un exode massif de la base MAGA? Partie 1. Le signal d'alarme, des Red Zones, qui virent au bleu. Début. Si vous aimez qu'on déshabille la politique sans tabou, abonnez-vous tout de suite à le Point US et laissez votre commentaire. Ici, on ne met pas de sucre dans le ndolé. On sert l'actualité brute, épicée et pimentée comme à la camerounaise même. Alors, asseyez-vous bien. Imaginez un bastion républicain, solide comme une maison en briques rouges du Midwest, une zone où Donald Trump pensait pouvoir se balader en pantoufles rouges, des cravates trop longues sans jamais se soucier du verdict des urnes. Eh bien, surprise, le plancher a commencé à craquer. Et c'est l'Iowa, cette terre des champs de maïs et des slogans pro-MAGA, qui vient de donner une gifle bien sonore à l'ex-président. Une démocrate, Caitlin Dray, a remporté une élection spéciale dans un district que Trump avait pourtant survolé lors de ses campagnes précédentes. On parle ici d'un territoire où les républicains régnaient en chef coutumier, un peu comme un chef de village qui croit que le trône est transmis automatiquement de père en fils. Mais ce n'est pas seulement une défaite électorale. C'est une humiliation symbolique. Parce qu'on n'arrache pas un siège à un camp installé depuis longtemps sans que ça sente la panique dans les couloirs du parti. Le cas Dray est un signal. Ce n'est plus seulement une guerre entre démocrates et républicains, c'est un vote de défiance envers Trump lui-même. Les électeurs, fatigués de ses promesses recyclées et de ses slogans usés comme un pagne trop lavé, ont décidé de dire assez. Et le plus piquant, c'est la réaction en chaîne. À peine la victoire annoncée, une sénatrice républicaine chevronnée de l'Iowa, Johanny Ernst, a décidé de jeter l'éponge, renonçant à se représenter. Voilà qui ressemble à un capitaine qui saute du bateau avant que l'eau n'atteigne la cabine. Vous voyez, ce genre de scène, c'est un peu comme dans nos quartiers. Quand le DJ coupe la musique à 3 heures du matin et que les premières bagarres commencent, les plus malins quittent la fête en douce avant que les policiers n'arrivent. Mais attention, mes chers spectateurs, ne pensez pas que c'est juste une petite histoire locale. Non. L'Iowa est un thermomètre politique. Si un bastion pro-Trump vacille ici, qu'est-ce qui empêche d'autres bastions de faire de même? Quand la base commence à s'effriter dans des terres qu'on croyait imprenables, c'est comme si on découvrait que le château de sable était construit au bord de la marée. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Dans plusieurs élections spéciales à travers le pays, les démocrates surperforment de 15 à 20 points. Vous imaginez un boxeur qu'on pensait déjà KO, mais qui revient avec un uppercut qui envoie son adversaire tituber? Voilà exactement ce qui se passe. Les démocrates s'invitent dans les fiefs républicains et montrent qu'ils savent danser sur un terrain qu'on croyait verrouillé à triple cadenas MAGA. Alors, chers abonnés potentiels, parce que oui, je parle aussi à toi qui hésites encore à cliquer sur s'abonner. Si tu veux suivre cette saga comme un feuilleton de Nollywood version politique américaine, c'est ici, sur le Point US, que ça se passe. Sinon, quand la vraie finale arrivera, tu seras comme celui qui arrive au stade après le coup de sifflet final. Et si cette première partie vous a mis en appétit, accrochez-vous. Dans la prochaine partie, on quitte les anecdotes croustillantes pour plonger dans les chiffres qui piquent comme du piment habanero dans un ndolé mal rincé. Partie 2, les chiffres qui piquent, approbation en baisse et grondement latino. Début. Si vous aimez quand on transforme les sondages en palabres de quartier, abonnez-vous tout de suite à le Point US et lâchez votre commentaire. Ici, on n'a pas peur des chiffres, on les décortique comme des arachides grillés au carrefour. Et croyez-moi, parfois ça croque amer, parfois ça pique fort, mais ça reste toujours croustillant. Ah, mes chers spectateurs, parlons des sondages. Ces chiffres qui font transpirer les politiciens plus qu'un chauffeur de taxi coincé dans un embouteillage à Douala sous 40 degrés. Parce que oui, Donald Trump adore répéter que tout va bien, que le peuple est derrière lui, et que l'économie n'a jamais été aussi belle. Mais quand on met le nez dans les sondages sérieux, c'est un peu comme quand un parent décide de vérifier le cahier de notes d'un enfant qui jure qu'il est premier de la classe. Surprise, les notes sont rouges comme le drapeau des urgences. Selon Quinnipiac, l'approbation de Trump plafonne autour de 37%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Trump était un plat de ndolé au marché, 6 clients sur 10 refuseraient même d'y tremper un morceau de bâton de manioc. Et Gallup n'est pas plus tendre. Près de 60% des Américains lui tournent le dos. En clair, Trump est dans cette position inconfortable, où même entouré de ses supporters les plus bruyants, il entend surtout le silence lourd de la majorité silencieuse. Mais le plus savoureux dans cette affaire,
c'est la manière dont l'électorat latino commence à bouger. Vous vous souvenez de ces électeurs latinos que Trump avait réussi à séduire avec ses discours musclés sur l'immigration et son image de « businessman dur » ? Eh bien, beaucoup de ces électeurs commencent à regretter leur choix. Oui, regretter, comme quelqu'un qui s'est laissé berner par un vendeur de miracles au marché. Achetez cette potion, elle guérit tout, même les dettes. Et après 2 jours, au lieu de guérir, vous attrapez le palu. Les études récentes montrent qu'environ un quart des latinos qui avaient voté Trump en 2024 disent aujourd'hui « on a été trompés ». Étage 11% déclarent qu'ils sont prêts à voter démocrate aux prochaines élections. 11%, ça peut paraître petit. Mais rappelez-vous, dans une Amérique où les élections se jouent parfois à quelques milliers de voix dans des swing states, ce petit pourcentage est une grenade dégoupillée dans les mains d'un politicien. Quand tu perds 11% de ta base dans un coin, attends-toi à une fissure dans tout le mur. Et les raisons sont simples. Le coût de la vie explose, le logement devient un luxe, et les promesses de prospérité de Trump sonnent creux. 73% des électeurs latinos désapprouvent sa gestion du coût de la vie. Imaginez, 73%, c'est comme si dans un mariage traditionnel, presque tous les invités refusaient de goûter le repas du chef, sauf quelques têtes têtues. Même ces approches sécuritaires, qui autrefois séduisaient une partie de cet électorat, sont désormais perçues comme abusives, discriminatoires et inefficaces. C'est là que réside la vraie ironie. Trump, qui se vantait d'être l'ami du peuple et l'homme des oubliés, commence à perdre précisément ceux qu'il avait réussi à séduire par surprise. Un peu comme un joueur de foot qui marque un but contre son camp en pleine finale, sous les applaudissements gênés de ses propres supporters. Et ne vous y trompez pas, ces sondages ne sont pas que des graphiques pour analystes. Ce sont des avertissements. Parce qu'un président avec moins de 40% d'approbation, c'est un président qui n'inspire plus confiance. Et un électorat qui commence à dire « je regrette mon vote », c'est un électorat qui peut devenir un boomerang électoral, lancé avec enthousiasme, mais qui revient frapper son propriétaire en pleine figure. Alors, mes chers spectateurs, si vous voulez suivre chaque rebondissement de cette saga politique comme une série télé avec des cliffhangers dignes de Nollywood, c'est maintenant qu'il faut cliquer sur « S'abonner » à le.us. Sinon, le jour où l'histoire va basculer, vous serez comme ce voisin qui vient toujours après la pluie pour demander « Et, il y avait quoi ici tout à l'heure ?» Et puisque les chiffres seuls ne suffisent pas à comprendre le malaise, dans la prochaine partie, je vous emmène dans les coulisses humaines. Des familles, des loyers et des agriculteurs qui découvrent que derrière les promesses de Trump se cachait parfois un gros trou béant. Partie 3. Le coût de la vie. Quand le rêve américain devient cauchemar de fin de mois. Début. Mes frères et sœurs, abonnez-vous d'abord à le.us avant qu'on entre dans cette partie. Parce que ce que je vais vous servir ici, c'est un dolé sans viande, une sauce sans huile rouge, bref, un plat que Trump a imposé aux Américains et qui fait pleurer les ventres. Cliquez sur s'abonner. Sinon vous allez rester en arrière-plan comme ces voisins qui écoutent les infos derrière la fenêtre sans jamais entrer dans la maison. Ah, parlons maintenant du vrai terrain, le portefeuille du citoyen lambda. Parce que les sondages, c'est bien joli, mais c'est dans la marmite qu'on voit la vérité. Aujourd'hui, le panier de la ménagère américaine ressemble à un panier percé. Tu y mets ton salaire, et avant même d'arriver à la maison, tout est déjà tombé par terre. Prenez par exemple le loyer. À New York, Los Angeles ou Miami, certains Américains dépensent plus de la moitié de leur salaire rien que pour avoir un toit. Ça veut dire qu'après avoir payé le loyer, il ne reste plus rien pour le frigo. On mange quoi alors? Du vent? Non, même le vent coûte cher, parce que la climatisation aussi consomme. Et ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Même dans les coins plus calmes, les loyers flambent comme si chaque maison était assise sur un puits de pétrole. Et parlons de la nourriture. Une famille qui faisait ses courses avec $200 il y a 5 ans doit aujourd'hui dépenser 350 pour acheter la même quantité. Le lait, les œufs, la viande, tout a pris l'ascenseur. Résultat, certains Américains découvrent les joies de la bouillie improvisée, façon repas d'urgence. Aux États-Unis, imaginez-vous, les enfants demandent du fast-food et les parents répondent « Ce soir, c'est spaghetti nature, sans sauce, parce que Trump a dit que l'économie va bien. » Mais le plus piquant, ce sont les témoignages humains. Dans le Texas, une mère de famille confie qu'elle doit choisir entre payer l'essence pour aller au travail ou acheter du poulet pour ses enfants. C'est quoi ça? C'est le rêve américain ou c'est le casse-tête chinois? En Floride, un retraité dit qu'il est obligé de reprendre un petit boulot comme vigile pour pouvoir payer ses médicaments. Trump, lui, continue de Twitter que l'Amérique est prospère. Oui, prospère peut-être pour ceux qui vivent dans des villas dorées à Mar-a-Lago, mais pour le citoyen moyen, c'est la dèche version au débit. Et les agriculteurs? Parlons-en. Eux qui avaient cru aux promesses de Trump sur l'Amérique qui produit pour l'Amérique, se retrouvent coincés avec des coûts de production qui explosent et des marchés qui s'effritent. Résultat, certains abandonnent la terre,
d'autres vendent leur récolte à perte, pendant que les grandes surfaces, elles, gonflent leurs prix comme des ballons de mariage. Voilà comment on fabrique la colère silencieuse, celle qui ne crie pas mais qui se prépare à se venger dans l'isoloir. Vous voyez, mes chers spectateurs, ce n'est pas un débat théorique. C'est une réalité qui frappe les familles tous les jours. Et quand une population commence à sentir que son président vit dans un autre monde, la confiance s'évapore comme un pot de vin de palme laissé au soleil. Alors, si vous voulez continuer à savourer ce mélange de vérité et de satire, n'oubliez pas, abonnez-vous à Le Point US. Sinon, le jour où les Américains vont descendre dans la rue avec leur casserole vide, vous allez demander « Mais ça a commencé quand ?» Et je vous dirai « Ça a commencé le jour où vous avez refusé de cliquer sur s'abonner. » Et tenez-vous bien, parce que la prochaine partie va vous montrer la cerise sur le gâteau. Les calculs électoraux, les stratégies de Trump et les pièges qui l'attendent comme des trous sur la route de Mbouda. Partie 4. Les calculs électoraux. Trump sur l'échiquier, mais les pions sont déjà fatigués. D'abord, mes frères et sœurs, arrêtez un peu de faire comme si vous étiez dans une réunion familiale où on mange le ndolé gratuitement sans jamais contribuer. Cliquez sur s'abonner à la chaîne Le Point US. Sinon vous allez rester comme ces voisins qui écoutent le match de foot par la fenêtre mais n'ont jamais payé l'entrée du stade. Allez-y, cliquez. C'est gratuit, hein, pas comme l'essence de Trump. Maintenant, entrons dans la vraie comédie, les calculs électoraux. Ah mes chers, Trump aujourd'hui ressemble à un joueur de dames qui avance ses pions avec assurance, mais qui oublie que derrière, l'adversaire prépare un coup de roi. Officiellement, il se présente comme l'homme fort, le sauveur du peuple, le seul capable de rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais quand on regarde de près, ses stratégies ressemblent aux promesses d'un chef de quartier qui dit « Votez pour moi, je vais réparer la route », alors que son propre portail est déjà cassé depuis 5 ans. D'abord, Trump mise sur son noyau dur d'électeurs. Les fidèles qui, même s'il décidait demain d'installer des moutons dans la Maison-Blanche, crieraient encore « génie ». Ses supporters, ce sont comme les tontines du quartier, peu nombreux, mais bruyants et prêts à se sacrifier. Sauf que, mes chers, un noyau dur ne fait pas une élection. Il faut élargir, convaincre, séduire les hésitants, et c'est là que Trump a du mal, parce que beaucoup d'Américains voient en lui plus un pyromane qu'un pompier. Ensuite, il y a les États stratégiques, ces fameux « swing states » qui décident de tout. Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona. Là-bas, la population change de camp comme les danseurs changent de pas selon la musique. Un jour c'est Trump, demain c'est Biden, après-demain ça peut être un autre. Mais en ce moment, la mélodie qui monte, c'est celle de la méfiance. Trump nous avait promis le paradis, mais on a reçu le désert. Si ces États basculent, Trump peut crier jusqu'à demain, l'échiquier sera renversé. Mais le plus croustillant, c'est son talon d'Achille, les procès. Oui, parce qu'on ne peut pas parler stratégie sans parler de ces casseroles judiciaires. Entre les affaires de fraude, d'émeutes et de documents secrets gardés comme des arachides dans un sac, Trump passe plus de temps au tribunal que sur le terrain de campagne. Imaginez un candidat qui doit interrompre son discours pour aller répondre devant un juge. Même au Cameroun, avec nos histoires de tribunal administratif, on n'a pas encore vu ça. Ajoutez à cela ses ennemis politiques qui le guettent comme des chasseurs guettent un gibier blessé. Les démocrates, évidemment, veulent sa peau. Mais même chez les républicains, certains se disent « Si Trump tombe, moi je monte ». Résultat, dans son propre camp, il y a des sourires devant et des couteaux derrière. C'est comme au marché, tout le monde rit, mais chacun protège son cabas. Et puis, il y a le peuple américain lui-même, fatigué, épuisé par les scandales, les polémiques, les promesses non tenues. Beaucoup se disent « Est-ce qu'on ne mérite pas mieux qu'un choix entre deux vieillards qui se disputent comme des voisins devant une borne fontaine ?» C'est ça la vraie bombe à retardement, le ras-le-bol. Quand le peuple est fatigué, il peut surprendre, il peut se retourner, il peut même décider de boycotter l'élection. Et ça, Trump ne le contrôle pas. En résumé, la stratégie de Trump, c'est un peu comme un gâteau qu'on prépare sans vérifier si le gaz est encore allumé. Ça sent bon dans l'esprit, mais dans la réalité, ça peut rester cru. Le monsieur pense qu'il a déjà la victoire en poche, mais la poche est trouée, mes chers. Donc, pour ne pas rater la suite, la conclusion explosive où je vais vous servir le plat final avec un piment bien rouge. Faites ce qu'il faut, abonnez-vous à Le Point US. Parce que si vous n'êtes pas abonné, demain vous allez courir de chaîne en chaîne comme des locataires qui fuient un propriétaire, pendant que nous on sera déjà en train de savourer la vérité avec rire et sauce satirique. Partie 5. La conclusion explosive. Quand le film finit, mais que le générique fait encore rire. Et mes frères et sœurs, on arrive à la grande fin, là où les rideaux tombent et où chacun doit ranger son banc comme à la fin d'un mariage de quartier. Mais attention, hein, ce n'est pas une conclusion simple comme « merci d'avoir suivi ». Non. Ici, c'est la conclusion pimentée, braisée,
servi avec du N'Djansan et une bonne pincée de satirique camerounais. Alors, Trump dans toute cette affaire ressemble à un chauffeur de clando au carrefour Ndokoti. Il crie qu'il connaît la route, il klaxonne comme un fou, mais au fond, personne n'est sûr qu'il ne va pas finir coincé dans un embouteillage de procès, de scandales et de promesses déjà avariées. Il veut revenir s'asseoir sur le fauteuil présidentiel comme si c'était une chaise au bar du quartier, mais le problème, c'est que la chaise grince déjà, les clous sortent, et les clients, les électeurs, ne sont plus aussi enthousiastes pour lui payer une nouvelle bière. On l'a vu, Trump n'est pas seulement un candidat, c'est un feuilleton Netflix vivant. Chaque épisode a son lot de rebondissements, de drames et de comédies. Un jour, il est le héros des foules, le lendemain, il est le méchant du tribunal. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'en politique, le public se fatigue vite. Et un feuilleton qui dure trop sans fin heureuse, ça finit par ennuyer. Les Américains, mes chers, commencent déjà à zapper. Et nous alors, ici au Cameroun et ailleurs en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce spectacle comme on regarde un combat de boxe qu'on n'a pas payé. On rit, on critique, on se moque, mais au fond on sait que le vainqueur, quel qu'il soit, ne va jamais nous inviter à partager son gâteau. Trump ou pas Trump, ce sont les Américains qui vont voter, nous on va seulement commenter avec le ndolé dans la main et le smartphone dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette élection américaine, c'est un miroir de la comédie politique mondiale. Partout, on retrouve les mêmes ingrédients. Des candidats qui se croient sauveurs, des promesses plus grandes que la cathédrale de Yaoundé, des scandales qu'on cache sous le tapis, et des populations fatiguées qui rêvent juste d'une vie normale. Trump, en vérité, n'est qu'un acteur de plus dans cette pièce de théâtre universel. Alors mes chers abonnés, futurs abonnés, si vous avez ri, si vous avez réfléchi, si vous avez même haussé les épaules en disant « Trump encore », faites ce qu'il faut, cliquez sur s'abonner à la chaîne Le.US. Parce que sinon, vous êtes comme ce voisin qui suit tout le feuilleton chez les autres, mais qui refuse d'acheter sa propre télé. Abonnez-vous seulement, vous n'allez pas regretter un. Et en plus, c'est gratuit, contrairement au carburant qui a déjà doublé. Et pour la prochaine fois, attachez bien vos ceintures, parce que si Trump continue son cinéma, nous allons encore revenir ici, avec plus de piment, plus de rire, et surtout plus de vérité qui pique comme le poivre blanc du marché Mbopi. Part ici, le public, spectateurs, juges et commentateurs de Mbeng. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité qui gratte comme moustique dans la nuit. Trump peut crier, courir, danser même sur la tête, mais le dernier mot ne lui appartient pas. Le vrai propriétaire de la télécommande dans ce film, c'est le public américain. Eux seuls peuvent décider si la saison 2 de Trump à la Maison-Blanche doit vraiment sortir ou si on va plutôt zapper pour un autre acteur. Mais attention, le public américain n'est pas le même que le public camerounais. Là-bas, ils ne supportent pas qu'on leur coupe la lumière en plein débat présidentiel, ils ne connaissent pas les files indiennes devant les stations essence, et surtout, ils ne laissent pas un candidat leur chanter une promesse pendant 20 ans comme une chanson de Makossa remixée. Non. Ils veulent du concret, ils veulent que quand tu promets le pain, demain matin le pain soit déjà devant la porte avec le beurre et la confiture. C'est pourquoi cette fois-ci, Trump est en examen surveillé. Les Américains sont assis comme des surveillants du GCE, yeux bien ouverts, prêts à attraper la moindre tricherie. Parce que depuis sa première saison, ils ont vu que le monsieur aime trop les rebondissements. Un jour il signe un décret, le lendemain il insulte un chef d'État. Après-demain il fait un discours où même les journalistes ne savent pas s'ils doivent applaudir ou aller vérifier à l'hôpital psychiatrique. Bref, il a fatigué son monde. Et comme tout bon public, les Américains ne sont pas naïfs. Ils savent que la politique, c'est comme une série nigériane. Toujours des pleurs, des cris, des « Aoudareyu ». Mais à la fin, le spectateur finit par choisir le héros qui le fait le moins souffrir. Est-ce que Trump peut encore jouer ce rôle? C'est là la vraie question. Parce que le public veut du neuf, mais parfois le vieux acteur, avec ses grimaces, attire encore plus d'audience que le nouveau venu sans saveur. Mais ne vous trompez pas, même nous qui sommes ici, en Afrique, nous faisons partie du public. On est comme ces voisins curieux qui écartent la moustiquaire du voisin pour voir quel match il regarde à la télé. On commente, on critique, on rigole. Mais au fond, on sait que ce n'est pas nous qui allons voter. Mais ce n'est pas grave. Nous aussi, nous avons le droit de prendre nos pop-corns et de suivre le spectacle transatlantique. Et si vous êtes encore là en train de sourire, d'hocher la tête ou de dire « Vraiment Trump là, il est spécial », faites-moi une faveur, abonnez-vous à la chaîne Le.US. Oui, cliquez là-bas, ne jouez pas aux spectateurs radins. Sinon, c'est comme aller au stade avec les vuvuzelas et refuser de souffler dedans. Tout le monde profite du match, sauf vous. Abonnez-vous seulement, parce que les prochains épisodes risquent d'être encore plus épicés que la sauce jaune de Ndokoti. Et justement, puisque le public est prêt, que le décor est planté et que Trump chauffe déjà ses batteries, allons voir maintenant comment les coulisses se préparent. Parce que derrière chaque spectacle politique, il y a toujours des magouilles, des alliances secrètes et des coups bas qui se mijotent en douce. Conclusion,
L'heure des responsabilités et de la mécanique électorale. Fermeture. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui pèsera le plus sur le vote en 2026? Répondez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. La morale n'est ni simple ni définitive. Les anecdotes poignantes, les sondages qui piquent et les gains locaux dessinent un tableau. Une partie de la base qui a tant chanté Lockdown et Tafon X commence à mesurer la facture quand il s'agit de payer le loyer, d'assurer la nourriture sur la table ou de garder une ferme à flot. Les victoires démocrates dans des bastions rouges, l'érosion d'une approbation présidentielle et la désillusion chez certains électeurs hispaniques forment, ensemble, un courant que nul acteur politique ne peut ignorer. Mais attention à la tentation du spectacle. Manipuler les règles ou s'ériger en tribun peut provoquer un contre-coup encore plus fort s'il est perçu comme une trahison par ceux qu'on prétend représenter. Pour conclure,